direct des sommets du digital. Nous sommes toujours à la CLUSA, bien évidemment. Micro, pardon, excusez-moi. Vous voyez, là, tout à l'heure, j'avais ce qu'on appelle un micro Madonna. Là, j'ai un micro main. On recommence. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en direct des sommets du digital. Vous pouvez toujours tweeter avec le hashtag SomDig19 ou SomDigTV. Et bien évidemment, nous retrouver toute la journée. Aujourd'hui, c'est quasiment fini, mais demain et après-demain sur Facebook et sur Twitter. Alors, avec moi, à mes côtés en plateau, Inès Léonarduzzi, qui est CEO de Digital for the Planet. Bonjour Inès. Pareil, micro, on oublie. Bonjour. Alors, première question, pourquoi être venu au sommet du digital? Je sais que c'est ta première fois ici. Quelle est l'ambiance, là, en quelques heures, de ce que tu sens par rapport à d'autres événements? Alors déjà, merci de m'accueillir. En effet, c'est ma première fois au sommet du digital. Je trouve toujours intéressant de participer à des événements comme cela où la réflexion elle est commune. On se retrouve avec des gens qui traitent les mêmes sujets au quotidien. Et donc, c'est hyper important d'avoir des espèces de bulles d'oxygène dans l'année pour s'y retrouver. Et puis l'ambiance, elle est très bienveillante. PPC, bon, bah, c'est un classique, tout le monde le connaît. C'est une légende urbaine vivante, donc on ne fait pas trop d'erreurs quand on le rejoint quelque part. Alors, donc je le disais, hein, tu es CEO de Digital for the Planet. Je ne sais pas comment on dit, j'imagine les deux se disent. C'est quoi Digital for the Planet? Digital for the Planet, c'est une initiative qu'on appelle Global Earth Project. C'est un peu une nouvelle forme d'entreprise qui vient traiter et réfléchir de différentes manières sur l'écologie digitale, qui est un néologisme qu'on a développé en réponse à la pollution numérique et qui prend forme sous du lobbying, de l'éducation, du développement de technologies durables, de recherche fondamentale en sciences physiques et d'accompagnement conseil dans des villes, des gouvernements, des entreprises. Donc c'est assez marrant et assez occupant. Donc vous accompagnez les pouvoirs publics, les entreprises et j'imagine en global tout ce qui constitue le système économique et donc le pouvoir en général pour réduire leur impact, leur pollution digitale, si je comprends bien. C'est quoi concrètement la pollution digitale? La pollution digitale, on peut la classer je dirais en 4 grands thèmes. Le premier, ce serait la pollution qui est induite par la fabrication des appareils électroniques, notamment par les métaux rares et critiques qu'elles nécessitent, comme le coltan en RDC pour développer des condensateurs pour les batteries de nos smartphones plus performants. C'est aussi le lithium dont on a besoin pour les batteries des voitures électriques, notamment à Lipli en Bolivie, dans la cordillère des Andes. Tout ça demande énormément d'eau, par exemple, à la purification après l'extraction, dans des mines souvent très peu régulées. Donc en gros, la fabrication d'un smartphone demande énormément de matières premières, si je puis dire. De matières premières, de métaux rares et critiques. Et je vais aller encore plus loin. Les métaux rares qui sont nécessaires pour développer des smartphones ont déclenché des guerres civiles, beaucoup de morts dans certaines zones africaines qui ont été reconnues très récemment par l'ONU comme crimes de guerre. Denis Mukwege, qui est le nouveau prix Nobel de la paix, a parlé d'écologie digitale et de ces sujets lors de son investiture en fin d'année dernière, alors que c'est un sujet qui s'est passé dans l'indifférence géopolitique la plus totale il y a. On en entend très peu parler finalement dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est la première source de pollution numérique. La seconde, la deuxième, parce qu'il y en a une troisième et une quatrième. La deuxième, ce sont, dirons-nous, les usages quotidiens numériques. Donc c'est à la fois une grande entreprise qui va stocker dans un centre de données, un data center, mais également le fait que nous tweetions aujourd'hui, que nous faisions du live stream. Et alors là, il n'est pas question de nous culpabiliser, on le fait tous et ce sont nos usages. On n'a pas été élevés pour comprendre ça avant. C'est aussi le fait d'envoyer un email à plein de personnes. Un email avec une pièce jointe, c'est à peu près 20 grammes de CO2 émis dans l'atmosphère. Il y a un impact carbone à un Facebook Live, un live sur Twitter, un Periscope, etc. Et aussi à simplement envoyer un mail. Ça, hein. Envoyer un mail, un like, faire une requête Google. Quand on fait une recherche sur un navigateur de recherche, c'est entre 5 à 10 grammes de CO2 émis dans l'atmosphère. Et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui on compte à peu près, on dira 4,5 milliards de laptops, d'ordinateurs actifs, 8,5 milliards de smartphones. C'est plus qu'il y a d'humains, on est 7,7 milliards d'humains aujourd'hui, sans compter quelques 3 milliards de chats, chiens et bovins pucés, il faut en parler. Quel rapport avec les bovins, chats, chiens pucés? Tout est numérisé, on sait exactement où ils sont, c'est de la donnée qu'il faut stocker. Tout ça. Et c'est une pollution d'autant plus pernicieuse qu'on ne la voit pas. Le cerveau humain n'est pas câblé pour comprendre et s'alerter de dangers que ses sens ne perçoivent pas.
Si je vous dis tout de suite qu'il faut crier, il faut partir en courant, qu'on ne voit rien, vous ne saurez absolument pas de quoi je parle. D'où le fait que l'environnement, finalement, tout le monde n'y soit pas sensible de la même manière et tout le monde ne prenne pas la mesure des enjeux et de l'urgence. Absolument, on n'a pas une énorme fumée noire qui sort de notre smartphone et on ne voit pas plein de CO2 matériel s'émettre dans l'atmosphère. Donc oui, on ne se rend pas compte. Bon, ça c'était la deuxième. La troisième, parce que sinon on peut passer des heures dessus. La troisième source, c'est notamment les déchets électroniques, ce qu'on appelle en France les D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, notamment et plus communément le e-waste, l'électronique waste. Waste pour déchets. Absolument. Electronic waste, ok. Très peu régulé. Vous avez une des plus grandes décharges mondiales qui se trouve au Ghana, à côté d'Accra. C'est devenu un des jobs les plus dangereux du monde. Les enfants là-bas cassent les appareils électroniques pour les brûler avec du white spirit et des solvants très toxiques. Ils écourtent leur vie, vous n'imaginez même pas, et pour revendre un petit peu d'or ou de cuivre à la main comme ça et pouvoir se nourrir. À Dalahaï, en Mongolie intérieure, on a le même cas depuis beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on l'appelle le village du cancer par les plus grands chercheurs du CNRS ou d'autres, comme à Stanford par exemple. Tout le monde s'accorde là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas. Et on a envoyé l'année dernière 44,7 millions de tonnes de e-waste, nous l'Occident, juste au Ghana. C'est à peu près 166 fois le poids de la Tour Eiffel. Comment tu expliques qu'on ne parle pas de ça? Ça dérange les marques, j'imagine. Il fallait surtout pas tuer la bulle numérique déjà. Il y avait un tel engouement. La meilleure façon de faire en sorte que les gens vous donnent leurs données, qui est en fait le vrai or du numérique, c'est de les rendre accros. Et en les rendant accros, il faut des appareils toujours plus performants. Et il est hors de question qu'on s'alerte là-dessus. Alors Obama, suite à la crise de 2008, avait initié dans le Dodd-Frank Act, qui a permis de réguler la manière dont on faisait de la finance dans le monde. Je crois que c'était l'amendement 163, il parlait justement de métaux friendly avec l'Afrique pour tracer d'où ça venait. Et puis arrive Trump, et Trump balaye ça d'un revers de main en disant « Moi, je ne suis pas congolais, je suis américain ». Donc on est revenu au point mort. Nous, ça fait 2 ans qu'on s'attelle au sujet. On a été la première initiative mondiale à parler de ça, à faire quelque chose de global avec des développeurs durables, on appelle ça comme ça, c'est drôle, à Osaka, qui nous écrivent en nous disant I heard about you and your project, how can I help? Comment je peux vous aider? Je viens d'entendre parler de vous, c'est dingue. Mais en allant jusqu'à Quimper ou à Nantes ou à Marseille, où on a des personnes qui calculent aussi, qui cherchent à calculer combien émet de CO2 un usage numérique ou un appareil électronique. Donc ça, c'est assez super. Le 4e et dernier pan de la pollution numérique, et pas des moindres, c'est la pollution humaine. Et sociétale, je dirais. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, 44% des Français ne sont pas digitalisés. Ça veut dire que 44% des Français ne savent pas remplir une feuille d'imposition en ligne. La fameuse fracture. La fameuse fracture. 16% des Français ne savent pas écrire un mail. C'est souvent des gens issus des territoires ruraux et des personnes âgées. Et nous, on leur parle de blockchain, on parle de machine learning. On leur explique qu'il faut créer du contenu et soutenir ça avec de la pub sur Instagram. Et c'est génial parce que le numérique fait des choses merveilleuses. On a un pléthore et myriade d'exemples. Le propos n'est pas de dire qu'il faut faire moins de digital, il faut en faire mieux et en conscience. Parce que ces gens-là, on les oublie, le code est le nouvel anglais. On a une législation européenne qui est très confuse. À côté de ça, on a la Chine et les États-Unis qui montent en puissance, en formation, en accompagnement, en numérisation des métiers. Nous, on n'arrive pas encore à s'organiser, ce qui va faire qu'on tend vers quelque chose où dans 20 ans, on va devenir la petite main-d'œuvre mondiale. Nous, les Européens, et ça, c'est un sujet. On a encore du mal à l'imaginer, j'imagine. Quand tu dis ça dans les grands groupes, etc., quelles sont les réactions? De plus en plus, on est écouté parce que, comme je le disais, on n'est pas là pour essayer d'alerter, d'être des sonneurs d'alerte basiques, sans proposer de solution. On n'est pas des religieux de l'écologie. Vous arrivez en proposant, en dénonçant bien évidemment, en montrant les enjeux à cet endroit-là, mais aussi en proposant des solutions très concrètes. Et c'est ça, puis on se met dans la boucle aussi. Moi, ça fait 10 ans que je fais du numérique. J'ai monté ma première start-up à Hong Kong il y a 10 ans et je me suis j'ai bien fait mes choux gras avec le digital. Donc il faut pas arriver comme un prophète et puis essayer d'expliquer que les autres ont tort. Mais c'est plutôt comment on le fait. Donc apporter du pragmatisme, de la bienveillance, pas de jugement. Je pense que cette écologie-là, elle ne marche plus. Juger les autres, les culpabiliser, je pense que ce n'est pas là où on tend, vers là où on tend. En fait, il faut faire avec l'existant aussi. La réalité, c'est que tout le monde a un smartphone, tout le monde est connecté. Et donc en fait, on ne peut pas faire table rase de cette réalité. On ne pourra pas enlever son smartphone à un enfant de 14 ans qui a besoin d'aller snapchatter
parler et tweeter tous les jours. C'est pas possible. Par contre, on peut l'expliquer comment on fait mieux. Et nous, notre credo, c'est que il n'y a pas de progrès sans mesure. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer. Par exemple, si je demande aux gens, par exemple de l'Assemblée, la différence entre un effet joule, un kilowattheure, un térawattheure, un gaz à effet de serre, un impact carbone, un impact carbone. Il y a peu de chances que... Et pourtant, ils sont tous diplômés, ils sont tous brillantissimes. On est tous, et moi la première. C'est vrai qu'on entend parler d'impact environnemental à peu près tous les jours, et pour autant, ça reste un espèce de... Si on rentre dans le sujet, beaucoup plus concrètement, ça reste très opaque finalement. Les gens ne sont pas hyper informés. Pour le dire simple, ça fait 30 ans qu'on nous parle de l'écologie, personne ne sait ce que c'est vraiment. Et ça, je crois que c'est le problème le plus grave. Donc d'abord, il faut éduquer les gens sur ces sujets. C'est un gros travail que nous faisons, à la fois en Afrique. De la sensibilisation. Absolument. On le fait beaucoup en France, aussi bien dans les entreprises que dans les écoles, pour les enfants. On intervient, là j'ai l'opportunité d'aller, j'ai été sollicitée par le ministère de l'Intérieur pour former tous les agents du ministère sur le sujet de l'écologie digitale, ce qui est important et un signal très fort. J'ai été invitée l'année dernière au One Planet Summit à New York, à l'ONU, pour exprimer aussi ce sujet. Ça aussi c'est un autre signal fort. Nous avons ouvert un bureau à Cape Town qui permet d'accompagner notamment les femmes et les jeunes filles sur la technologie durable. 75% des Africains ont moins de 25 ans. Google vient d'ouvrir... En 2050, une personne sur 4 dans le monde sera africaine, parce que c'est un continent en pleine croissance, donc absolument. Vous le dites mieux que moi, enfin tu le dis mieux que moi. Et Google vient d'ouvrir un premier master à l'université de Nairobi en machine learning. Donc on comprend, et puis c'est juste un exemple parmi des vingtaines. Donc il est important de ne pas créer les mêmes clivages, les mêmes d'opposer en fait. Absolument, et puis que de refaire encore une industrie numérique masculine déjà, qui est un vrai sujet, une économie numérique polluante. Donc c'est mettre les femmes au même créneau et puis surtout leur apprendre de le faire bien dès le départ. Parce qu'en fait ce que nous on a fait, c'est qu'on a appris à marcher, mais marcher tordu. Aujourd'hui, il faut essayer de rectifier le tir, mais on va pas. En tout cas, il faut essayer de pas faire les mêmes erreurs avec les territoires émergents sur ces sujets, et notamment leur donner tout de suite les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des actions très concrètes qui suivent vos sensibilisations, passages, etc., soit des sommets, soit dans des entreprises? Est-ce que les entreprises, quelque temps après, vous recontactent pour vous dire merci, grâce à vous, on a envoyé tant de mails en moins ou autre, hein? Oui, j'ai un très bon exemple, je pense que je peux le citer. D'ailleurs, j'ai croisé ma cliente au sommet du digital tout à fait par hasard. C'est GRDF. GRDF qui nous ont sollicité une journée de sensibilisation pour leurs collaborateurs et notamment impliqués sur les enjeux de numérique et d'énergie. Il en est ressorti que la DSI, donc la direction des systèmes d'information, ont initié par eux-mêmes un printemps de l'écologie digitale où ils initient des bonnes pratiques. Ils veulent qu'on revienne pour les pousser. D'ailleurs, c'est un contrat qui va durer toute cette année avec GRDF pour les accompagner. Engie s'est saisi du sujet en disant on veut la même chose pour tous les autres. Donc ce qui est fou. Les banques aussi. Les banques ont un gros intérêt pour ce qu'on fait. En fait, le premier poste de pollution pour les banques, c'est le numérique. Tout passe à la transaction seconde financière, ce sont des coûts carbone colossaux. Donc ils entendent, ils comprennent non seulement l'intérêt mais l'urgence sur ces sujets-là et en fait ils y vont concrètement. Ils y vont concrètement parce qu'on apporte aussi des solutions concrètes à côté de tout ce lobbying, cette sensibilisation, les recherches que nous faisons. On développe aussi des technologies durables. On essaie de développer des deep tech bas carbone qui n'impactent pas tant dans la matière que dans l'usage. Ça c'est vraiment notre patte. Quand on sait un petit peu l'urgence qui est celle de l'urgence climatique et quand on connaît par exemple, je sais pas, j'imagine que tu connais Pablo Servigne qui parle d'effondrement, de la théorie de l'effondrement et de collapsologie. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement les ressources sont petit à petit en train de s'effondrer et d'ici 20 ans, même en fait on ne sait pas tellement si c'est d'ici 10, 15, 20 ans, mais enfin on va avoir de gros problèmes. Ça a priori les gens savent. Il y a donc toute une théorie qui va autour de ça qui s'appelle la théorie de l'effondrement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et est-ce que ça va assez vite? C'est une question que je me pose au quotidien. Est-ce que ça va assez vite? On va aussi vite qu'on peut. Ça, c'est la première chose. On attrape les choses là où elles ont été laissées.
c'est vrai, on est en train de continuer, on est élevé par rapport au numérique avec des mots comme illimité, renouvelable. On voit même plus la fin de l'abonnement de Wi-Fi. En fait, on vit comme des nouveaux riches avec l'énergie liée au numérique. C'est qu'on claque ça comme si c'était normal. On sait que ça va revenir, comme si on était des gamins riches avec des parents qui t'envoient une enveloppe tous les mois. On fait la même chose. En fait, on n'est absolument pas éduqué. On est très mal élevé avec l'énergie liée au numérique. Maintenant, la théorie de l'effondrement, elle est... Alors, il y en a plusieurs déjà. Il n'y a pas une théorie, il y a des théories. Donc déjà, il faut différencier le bruit du message. Ça, c'est important. Après, j'ai un problème fondamentalement avec aussi bien le solutionnisme. Aujourd'hui, on tente des choses, mais que la collapsologie, la théorie de l'effondrement, parce que en fait, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire en fait qu'on arrête. De toute façon, on sait qu'on y va dans le mur. Donc en fait, on s'arrête. Et moi, il y a une belle beauté, et il y a aussi un besoin de mourir au combat. En fait, enfin, peu importe. J'ai ma pensée qu'on va y arriver. Il ne s'agit pas d'être naïf et d'ériger n'importe quelle start-up, que ce soit Digital for the Planet ou autre, comme solution providentielle à tous nos maux environnementaux. Mais il ne s'agit pas non plus de dire en fait, voilà, on va tous crever, donc allons-y gaiement tous ensemble. Le gap de progrès, il est juste énorme. En fait, on peut juste pas s'arrêter maintenant parce qu'on n'a rien compris encore. Donc, soit, oui, on laisse et puis on continue et puis c'est la bonne... Enfin, en fait, la collapsologie fait le lit de ceux qui disent, de toute façon, on va crever. Donc, en fait, autant qu'on continue à tout bousiller. Ça amène presque à l'inaction, en fait. C'est la limite de ça. Et le solutionnisme a ses défauts tout aussi grands. Voilà. On est au sommet du digital, il y a donc de nombreux décideurs évidemment dans le digital, de très grandes boîtes ici présents. Tu vas leur parler demain, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Tu vas faire une keynote. Voilà. Qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est quoi ton message face à cette urgence écologique pour tous ces décideurs qui sont donc à des rôles vraiment clés? L'important, c'est pas... J'ai jamais été une sonneuse d'alerte. Il y en a qui le font mieux que moi. Je suis une femme d'affaires, je suis surtout entrepreneur. C'est très important. La dernière fois, on m'a demandé est-ce que tu es une entrepreneur sociale? Non, on m'a dit tu es une entrepreneur sociale. J'ai dit j'en sais rien. C'est comme gentil, c'est pas à moi de le dire. Je suis entrepreneur et je suis surtout là pour faire des affaires, le faire le mieux possible et d'emmener le plus de gens dans cette dynamique-là et de rendre à l'entrepreneuriat tout son sens social, éthique et altruiste. Mais on est surtout là pour faire... de l'entrepreneuriat et c'est aussi le propos d'aujourd'hui. On est là qu'avec des professionnels. Maintenant, si jamais ils ont une appétence pour ces sujets-là et qu'ils sentent bien qu'il faut y aller, qu'est-ce que tu as quand même envie de leur dire sur cette thématique? En fait, le propos qui sera tenu, ça n'est pas donc de les alerter, de leur dire c'est mal ce que vous faites, mais au contraire en fait de dire ok, les constats ils sont là et voilà les solutions qui peuvent exister. Et surtout, tout ce qui manque à nos enjeux, c'est l'imagination. Mais pour avoir de l'imagination, il faut déjà se poser les bonnes questions. Et c'est un peu ça mon rôle aujourd'hui. On n'est là ni en donneur de leçons. On n'a pas la solution providentielle, comme tu en parlais très justement, mais surtout créer un mouvement. Et c'est ça le plus important. Et ma dernière question, du coup, c'est qu'est-ce qui donne envie d'agir de ce que toi, tu observes au quotidien? Voilà, Pépé, si on était sur un sujet... Comment ça va? Je parlais de toi. Là, voilà, les décideurs dans le digital qui tournent à la dérision des enjeux. Mes fiches. Combien de recherches sur les moteurs préférés? Combien de mails sont laissés dans le cloud? Dans le cloud. Ah, dans le cloud, et toi, Claude? Dans le cloud. Non, dans le cloud. Elle dit dans le cloud. Ah, dans le cloud. Le fameux cloud. Ouais. Ça va dans le fog. Tu n'as rien d'autre à faire? Si, mais on est bien. Si, on est sur scène, mais enfin, je me suis extrait. Je suis venu voir. Je voulais dire bonjour. Non, ça y est. C'est terrible. C'est du live. On est en live. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on le sait. Hein, mais toi, tu viens pourrir le plateau, comme d'hab. Voilà. Première fois de l'année. On va te revoir demain. Merci pour tout. Je sais plus ce qu'on disait du coup. Dernière question, c'était qu'est-ce que c'était? Non, tu m'as déjà posé. Maintenant, je crois qu'on a. C'était le message. Non, ça s'est fait. Bon, tant pis. Écoute. Mais c'était lui le dernier message. Il a quel plateau? Bon, du coup, merci infiniment Inès. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver dès maintenant Pascal Q pour le débrief. À très vite.